Parfait. Donc, merci Emeline de me laisser l'occasion de présenter ce rapport. Juste en 2 mots, Chardin Louis, moi je suis co-gérant du cabinet de conseil BL Evolution qui traite des enjeux RSE, énergie, biodiversité et innovation auprès des collectivités et des entreprises, et donc président de la PCC que Emeline a présenté. Donc l'objectif ici, c'était de prendre un peu de temps pour parler du rapport spécial du GIEC sur les 1,5 degrés, donner en substance ce qui est présent dedans et ensuite s'interroger sur la faisabilité des éléments qui en ressortent. Donc ça, c'est ce que l'on verra dans un second temps. Donc, pour commencer, le rapport du GIEC, d'où est-ce qu'il vient? Pourquoi est-ce que le GIEC a fait un rapport spécial sur l'1,5 degré? En fait, c'est un processus qui commence à l'accord de Paris. Donc l'accord de Paris, lors de la COP 21, que tout le monde connaît, a introduit la volonté de limiter le réchauffement climatique, donc de rester très nettement sous les 2 degrés, voire de se rapprocher au plus près des 1,5 degrés. Et donc, la CNUC, qui est l'organe qui gère les COP 21 et COP 24 qui va démarrer très bientôt, a fait la demande au GIEC, au groupe international d'experts sur l'évolution du climat, d'expliquer qu'est-ce que signifiait ce 1,5 degré de changement climatique et où est-ce qu'on en était par rapport à cette échéance. Donc le GIEC a accepté et les scientifiques se sont mis à travailler d'arrache-pied pour produire de la donnée pertinente, pour pouvoir agréger cette donnée et pour pouvoir sortir un rapport spécial qui est sorti donc le 8 octobre dernier. Donc, simplement pour récapituler ce qu'est un rapport spécial, c'est quelque chose qui est un peu plus court que les rapports du GIEC. Vous savez, les rapports du GIEC, donc on en a 5 qui sont sortis, un 6e en préparation. Ce sont des documents qui font plusieurs milliers de pages. Là, vous avez un document qui est un peu plus restreint, simplement pour voir que le contenu est quand même présent. Donc, il y a 91 auteurs, 6000 références citées et plus de 42 000 observations formulées. Donc, ça veut dire qu'il y a une communauté scientifique riche qui est venue amender ce document à de nombreuses reprises. Et ce qui a permis d'aboutir à un rapport de 490 pages environ, qui est divisé en 5 chapitres. Alors, ce rapport, généralement, très peu de gens se plongent dedans, mis à part des scientifiques, puisque les données sont assez techniques et assez complexe. Mais donc, vous avez un résumé pour décideurs qui est généralement le document qui est le plus diffusé, qui est le plus lu, et dans lequel vous avez l'essentiel des éléments qui sont partagés, en tout cas qui ont été approuvés par la communauté internationale, c'est-à-dire par l'ensemble des États qui siègent au GIEC. Donc, ça a été approuvé le 8 octobre 2018 et simplement pour remettre dans le contexte, avant le prochain grand rapport du GIEC, vous aurez aussi d'autres rapports spéciaux qui vont venir, dont un notamment sur l'océan et la cryosphère et qui est assez attendu, notamment du fait des éléments que je vais présenter juste après. Donc, les points clés du rapport. Le rapport commence par une introduction, on va dire, en tout cas le résumé pour décideurs commence par une introduction pour rappeler que le changement climatique aujourd'hui c'est quelque chose qui est bien réel, qui existe, qu'aujourd'hui on a déjà augmenté la température moyenne à la surface de la Terre de 1 degré à peu près par rapport à l'ère pré-industrielle et que ça se matérialise par un certain nombre d'éléments, alors des extrêmes météorologiques dont on entend de plus en plus parler. On voit des tempêtes qui ravagent une partie soit des Caraïbes, soit de l'Asie, soit même chez nous parfois. Le niveau de la mer qui augmente, ça c'est indiscutable et qui touche de plus en plus de populations qui sont côtières. La banquise arctique aussi qui fond de plus en plus en été notamment. Et le GIEC nous informe de quelque chose qui, je pense, est un élément fondamental à retenir, c'est qu'il n'y a pas de seuil à franchir, avant c'est bien et après c'est pas bien, c'est que toute augmentation de 0,1 degré est importante et plus on peut se limiter et mieux c'est pour l'avenir. Et puis le GIEC nous donne des éléments sur comment est-ce qu'on pourrait rester sous l'1,5 degré et ce qu'il faut retenir c'est que ce qui est demandé c'est de réduire de 45% les émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 2010 et d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc après, on va discuter de ces hypothèses, mais simplement avoir en tête que pour rester sous l'1,5 degré, il faudrait réduire de 45% ces émissions en 2030 par rapport à 2010, que nous sommes en 2018 et que nous n'avons pour l'instant pas réduit les émissions, mais plutôt augmenté. Donc en fait, il faut réduire de plus de 50% en 12 ans nos émissions si nous voulons rester sous l'1,5 degré. Et là, je parle au niveau mondial, bien sûr.
Donc, dans le résumé pour décideurs, il y a 4 graphes principaux. J'ai choisi de présenter ces graphes parce que je pense que c'est ce qui fait l'essentiel du rapport et ce qui est important de comprendre. Et puis, ça permet d'avoir les différentes notions clés. Donc, le premier, c'est le graphe que vous avez normalement à l'écran ici, qui présente la trajectoire actuelle d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Donc, vous avez en abscisse le temps et en ordonnée la température moyenne à la surface de la Terre. Et donc, on voit plusieurs choses sur ce graphe. Le premier, c'est qu'en tendanciel, si on continue de tel qu'on est, on devrait dépasser le seuil des 1,5 degrés quelque part entre 2030 et 2050. Et donc, probablement aux alentours de l'année 2040. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, on serait déjà à 1,5 degré. Et donc, les changements que l'on va énoncer après et qui concernent un changement d'1,5 degré, on peut s'attendre, si on n'enclenche pas des politiques beaucoup plus ambitieuses qu'actuellement, à ce que ce soit en fait la situation en 2040, donc dans une vingtaine d'années. Ensuite, sur ce graphe, vous voyez trois tuyaux, on va dire, trois trajectoires possibles. Celle qui est en grise, donc qui est la trajectoire intermédiaire, c'est globalement la trajectoire qu'il faudrait mettre en place pour se limiter à 1,5 degré. Et le GIEC nous informe de 2 autres trajectoires. Une première, c'est si on réduit de manière plus rapide les émissions de gaz à effet de serre, donc c'est la trajectoire en bleu, où on voit que là, on a toutes les chances de rester sous 1,5 degré. Et une seconde en violet, dans le cas où on ne touche pas aux émissions qui ne sont pas le CO2. Donc ça, c'est important, c'est un point qui émerge dans le rapport du GIEC pour la première fois de manière aussi précise, c'est le fait que limiter les émissions de gaz à effet de serre ne peut pas se faire que en limitant les émissions de CO2, mais qu'il faut aussi jouer sur les autres émissions et notamment le méthane, parce qu'on ne pourra pas rester sous les 1,5 degrés si on ne se préoccupe pas de ces émissions. Donc, ça, de manière plus précise, c'est présenté sur les 3 graphes que vous avez ici, où vous avez donc sur le petit b, c'est la trajectoire d'émissions qu'il faudrait obtenir pour être dans le scénario gris que l'on avait tout à l'heure. Donc, on voit que les émissions doivent chuter très fortement à partir de maintenant, hein, grosso modo, à partir de 2020, pour arriver à un net zéro, c'est-à-dire au moment où l'ensemble des émissions capturées, des émissions du gaz à effet de serre capturé et stocké sur Terre, soit équivalent aux émissions réalisées sur l'ensemble du globe. Et en bleu, vous avez la trajectoire qu'il faudrait obtenir si on voulait être dans la trajectoire bleue, donc, c'est-à-dire celle qui donne une plus grande probabilité de rester sous l'1,5 degré. Et donc là, il faudrait atteindre le net zéro en 2040, soit 20 ans pour supprimer l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre sur le globe. Et puis, sur le graphe D avec la partie violette, c'est là où vous voyez l'effet des autres émissions de gaz à effet de serre et l'effet cumulé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, le GIEC a informé qu'il y avait des effets d'autres gaz à effet de serre, notamment le méthane, mais notamment aussi les aérosols qui refroidissent le climat. Et l'un plus l'autre se compensaient plus ou moins. En tout cas, le GIEC ne donnait pas de prescription très importante sur ce sujet. Et là, ils annoncent clairement que si on garde la trajectoire actuelle de l'ensemble des émissions autres que le CO2, ça ne passera pas sous les 1,5 degrés. Donc, il faut aussi avoir des efforts très importants sur ces émissions-là. Alors là, vous avez un petit tableau qui récapitule les différents phénomènes ou différents éléments climatiques et leurs conséquences. Donc, le GIEC a choisi dans ce rapport spécial de comparer 1,5 degré avec 2 degrés pour qu'on se matérialise un petit peu les différences que cela peut représenter. Et donc, les 2 premiers éléments sont des éléments de température, parce que souvent, on oublie qu'une température moyenne de 1,5 degré à la surface du globe, c'est une température moyenne terre et mer comprises, et que l'océan, par sa plus grande inertie, en fait, se réchauffe moins que les surfaces terrestres. Donc, une augmentation de 1,5 degré se traduit par une moyenne des températures maximales qui augmente de 3 degrés et une moyenne des températures minimales qui augmente de 4,5 degrés sur Terre. Si vous avez un réchauffement de 2 degrés, c'est 4 degrés pour les températures maximales et 6 degrés pour les températures minimales, l'augmentation que l'on ressentira sur les surfaces émergées. Le point suivant, c'est sur l'augmentation du niveau des océans.
où ça reste une donnée qui est une échelle qui va d'une vingtaine de centimètres à 80 centimètres d'ici la fin du siècle. Mais ce qui est important, c'est qu'entre 1,5 degré et 2 degrés, vous avez 10 centimètres supplémentaires d'augmentation du niveau des océans à 2 degrés. Et ça veut dire qu'il y a 10 millions de personnes en plus qui sont impactées directement, c'est-à-dire qui ont leur zone d'habitat qui est sous l'eau, donc qui n'est plus du tout habitable. Le point suivant, c'est sur l'océan Arctique. Donc, la calotte glaciaire qui est au-dessus de l'Arctique commence à fondre, elle fond de plus en plus. Et on pourrait se retrouver une fois par siècle dans un scénario qui reste à 1,5 degré avec plus du tout de glace en été, plus du tout de glace sur l'océan Arctique pendant un été tous les 100 ans. Si on a un réchauffement de 2 degrés, ce sera une fois par décennie. Donc tous les 10 ans, vous aurez une année où il n'y aura plus de glace du tout sur l'océan Arctique. Un autre point important, c'est le lien climat-biodiversité et notamment l'impact sur les écosystèmes qui résulte du changement climatique. Et donc le GIEC nous informe qu'avec 1,5 degré de réchauffement climatique, vous avez 7% des écosystèmes, 7% des surfaces sur la Terre qui seront profondément impactés par le changement climatique. Et donc vous aurez des changements profonds d'écosystèmes. Pour 2 degrés, c'est à peu près 13% de ces surfaces-là, soit 2 fois plus, qui sont impactées. Et donc, c'est-à-dire où la biodiversité des écosystèmes qui se sont établis pendant plusieurs dizaines de milliers ou millions d'années seront irrémédiablement remplacés par d'autres écosystèmes. On parle aussi souvent du permafrost ou du pergélisol en français. C'est le sol qui est gelé toute l'année, qui se situe essentiellement en Sibérie et au nord du Canada. Ce sol pourrait dégeler. S'il dégèle, ça va libérer un certain nombre de particules qui sont enfermées dans ces sols. Alors, on parle souvent du méthane, méthane qui est compris dans ce sol et qui donc viendrait aggraver le réchauffement climatique. Mais évidemment, il n'y a pas que du méthane qui est enfermé dans ce sol. Vous avez aussi probablement des bactéries porteuses de virus ou de maladies qu'on n'a pas connues sur Terre depuis plusieurs millions d'années et qui pourraient se relâcher dans l'atmosphère. Donc l'information importante, c'est qu'à 2 degrés, on a 1,5 à 2,5 millions de kilomètres carrés supplémentaires de glace, de sol qui se dégèleront, ce qui fait 3 à 5 fois la surface de la France qui se dégèleront à 2 degrés par rapport à 1,5 degré. Sur la perte des récifs coralliens, donc les récifs coralliens, on en parle beaucoup et à juste titre parce que 50% de la vie marine se développe grâce à ces récifs coralliens. On sait que c'est quelque chose qui est fortement impacté, fortement en danger. Et donc, 70% des récifs coralliens seraient perdus à 1,5 degré. Par contre, à 2 degrés, c'est virtuellement l'ensemble des récifs coralliens qui sont perdus. Ce qui veut dire que si on est dans un monde qui se réchauffe à plus de 2 degrés, ce sera essentiellement dans des aquariums que vous pourrez voir des récifs coralliens. Des points aussi sur les inégalités et sur l'affectation des humains liés au changement climatique. C'est quelque chose qui est de plus en plus documenté, mais effectivement, les populations au sud, on va dire, trinquent un peu plus que les populations au nord du changement climatique. Et le GIEC s'intéresse aux personnes qui vont être victimes de la double peine, c'est-à-dire à la fois un changement climatique plus drastique et qui sont exposées à des pauvretés ou à des inégalités assez fortes. Et donc, ce que dit le GIEC dans son rapport, c'est que plusieurs centaines de millions de personnes supplémentaires seront affectées par cette double peine dans un scénario à 2 degrés par rapport à un scénario à 1,5 degré. Et le dernier point que j'ai mis là, c'est sur le stress hydrique, l'augmentation du stress hydrique. Donc, vous avez 50% de personnes en plus qui ne seront pas certains de pouvoir boire tous les jours, en tout cas de pouvoir avoir un approvisionnement en eau adéquat à leurs besoins dans un cas d'un réchauffement de 2 degrés par rapport à 1,5 degré. Donc voilà pour la partie quelles sont les conséquences d'un réchauffement de 1,5 degré par rapport à 2 degrés. Vous avez ensuite le GIEC donne quelques éléments. Donc sur les motifs de préoccupation principaux, ça c'est une notion qui apparaît depuis le troisième grand rapport du GIEC qui classe des motifs de préoccupation majeurs. Et donc en fait ce graphe permet simplement de voir sur ces différents motifs de préoccupation où est-ce qu'on en est avec un changement de 1 degré, donc ça c'est la barre en grise, et où est-ce qu'on irait dans un changement de 1,5, voire dans un changement de 2 degrés par rapport à ces différents motifs de préoccupation. Quand c'est en blanc, c'est que globalement ça ne change rien. Plus ça tire vers le violet, plus ça veut dire que les risques sont importants.
Donc le premier, c'est sur des écosystèmes uniques où on voit qu'il y a déjà eu des perturbations assez importantes. On en a parlé tout à l'heure et qui devraient augmenter. Et puis, vous voyez que globalement, tous ces motifs de préoccupation qui avaient été dictés dans ces différents rapports commencent à devenir des motifs sérieux de préoccupation et qu'à 2 degrés, ils sont tous globalement au moins dans le orange. Pour les détailler, pour les rendre un petit peu plus compréhensibles, on va s'intéresser au premier qui détaille donc un certain nombre d'écosystèmes. Et donc, ça reprend un peu ce que l'on disait sur la région arctique, par exemple, avec le fait qu'à 2 degrés, virtuellement, tous les 10 ans, on n'a plus du tout de glace. Donc, un changement profond dans l'écosystème qui impacte à la fois la biodiversité, mais également, évidemment, les humains qui vivent là-bas. Et puis, vous avez ici un certain nombre d'autres éléments qui sont présentés. On voit par exemple que pour les mangroves, aujourd'hui, l'impact du changement climatique est relativement inexistant, mais dès 1,5 degré, on commencera à avoir un impact moyen et qui se poursuivra à 2 degrés et plus. Bon, je passe rapidement parce qu'on n'a pas, je ne peux pas m'étendre 2 heures sur le sujet. Donc, pour passer sur la suite, le rapport du GIEC essaye de tracer des trajectoires sur comment est-ce qu'on pourrait rester sous les 1,5 degrés. Donc, il y a plusieurs trajectoires qui sont présentées, qui dépendent de la notion d'overshoot qui est présentée et beaucoup documentée dans le rapport. L'overshoot, c'est le dépassement. Est-ce qu'on reste sous 1,5 degré en ne dépassant jamais 1,5 degré ou est-ce qu'on reste sous les 1,5 degrés en se permettant de passer par-dessus pendant quelques années et pour revenir en 2100 à 1,5 degré. Ces différents scénarios présentent aussi des rapports à la séquestration carbone qui sont différents. Vous avez donc des scénarios qui vont considérer que la séquestration carbone n'est pas quelque chose de réaliste et d'autres qui vont considérer au contraire que c'est quelque chose de majeur dans nos capacités à rester sous 1,5 degré. Et dans tous les cas, ces scénarios considèrent qu'il faut faire des réductions importantes des émissions non CO2. Et donc, je disais, c'est essentiellement le méthane. En fait, le rapport, sans le dire, estime que le régime carné que l'on a aujourd'hui globalement sur Terre n'est pas compatible avec un changement climatique limité à 1,5 degré. 2 derniers points qui sont importants pour comprendre ça, c'est le budget carbone. Donc, le rapport du GIEC nous fait l'état des quantités de CO2 qu'il ne faudrait pas dépasser si on voulait rester sous les 1,5 degré. Et donc, nous annonce qu'il nous reste entre 420 et 580 milliards de tonnes de CO2. Et au rythme actuel, on en émet un peu plus de 40 par an. Donc, on voit que dans 10 ans, on aura émis tout ce qu'il faut pour emplafonner les 1,5 degrés si on ne change pas dès maintenant nos modes de vie. Et le dernier point, c'est l'impact de l'utilisation des terres et des différentes techniques de stockage qui est un élément majeur qui est présent dans ce rapport, le rapport du GIEC, et qui considère qu'il faut changer notre pratique vis-à-vis des terres, donc notamment arrêter de déforester, mais surtout imaginer un certain nombre de pratiques qui permettraient de déstocker du CO2 de l'atmosphère. Donc tout cela différentes trajectoires sont émises. Donc là, vous avez quelque chose qui récapitule les trajectoires. Et on voit se distinguer 4 grands types de trajectoires qui sont ce qui est sur ce graphe représenté par P1, P2, P3 et P4 et qui sont détaillés. Alors, je ne vais pas détailler plus ce graphe, mais plutôt m'intéresser à celui-là. Donc là, vous avez les 4 scénarios P1, P2, P3, P4 qui sont les scénarios principaux qui sont présentés dans le rapport du GIEC spécial sur l'1,5 degré. Donc, ce que l'on voit dans ces scénarios, c'est d'une part, la partie grise, ce sont les émissions de gaz à effet de serre. Donc, on voit que dans tous les cas, elles doivent diminuer très fortement, que l'atterrissage est plus souple sur le scénario P4 et beaucoup moins souple sur le scénario P1. Et puis après, vous avez deux autres courbes, celle en marron qui représente l'effet de l'utilisation des terres aujourd'hui. Donc, on voit qu'aujourd'hui, majoritairement, on déstocke du CO2 par notre utilisation des terres, essentiellement parce qu'on déforeste pour planter des surfaces agricoles. Dans tous les cas, mis à part éventuellement le scénario P4, il faut inverser cette tendance, c'est-à-dire que très rapidement, d'ici 2030, 2040 maximum, il faut arriver à une utilisation des terres qui stockent du carbone. Et donc ça, c'est ce qui est reflété par la courbe en marron. Et la dernière, c'est la courbe en jaune. La courbe en jaune, c'est toutes les technologies qui permettent de déstocker du carbone de l'atmosphère, c'est-à-dire récupérer du CO2 de l'atmosphère. Donc une technologie qui est beaucoup présentée dans le rapport du GIEC, c'est les BECCS, ce qui veut dire bioénergie avec captage et stockage du carbone.
C'est, pour schématiser de manière un peu simpliste, on fait pousser des arbres, on récupère ces arbres, on les brûle dans une centrale biomasse pour laquelle on va capter les fumées, et ce CO2, ensuite, on va le stocker géologiquement. Donc, ce qui fait qu'on a effectivement déstocké du CO2 et en plus, on a fabriqué de l'énergie grâce à ce système-là. Et donc, on voit que ce scénario est plus ou moins ambitieux en fonction des trajectoires. Il n'est pas du tout utilisé en P1, il est un peu plus utilisé en P2. Et il commence à être franchement la clé du problème pour P3 et P4. Et en fait, ce sont deux scénarios, P3 et P4, avec un fort dépassement, c'est-à-dire qu'on va atteindre 1,6, 1,7, 1,8 degrés dans les années 2050-2060. Mais il faut, ces scénarios proposent de déstocker ensuite de manière très très rapide pour réarriver sous 1,5 degré en 2100. Évidemment, le GIEC précise que si on dépasse, donc dans les scénarios avec overshoot, les risques qui sont présentés dans la première partie sont des risques qui peuvent être atteints. Donc, si on était dans un scénario idéaliste où on arrivait à 2 degrés de réchauffement climatique, puis qu'on arrive à déstocker du CO2 pour revenir sur 1,5, vous aurez quand même un certain nombre d'éléments qui se seront déclenchés et qui seraient irréversibles. Et pour terminer sur la présentation du rapport du GIEC, vous avez toute une dernière partie qui s'intéresse à l'impact sur les objectifs de développement durable du changement climatique. Et le GIEC nous annonce que l'atténuation du changement climatique a un certain nombre de synergies avec les objectifs de développement durable, c'est-à-dire que se préoccuper de l'enjeu du changement climatique permet d'obtenir un certain nombre d'avancées positives sur les objectifs de développement durable. Mais il nous explique aussi qu'il y a des compromis à faire, c'est-à-dire que répondre à l'enjeu du changement climatique ne sera pas forcément quelque chose qui va entraîner que des victoires vis-à-vis des objectifs de développement durable. Le GIEC nous dit que le réchauffement de 1,5 degré possède moins de compromis par rapport à un changement de 2 degrés. C'est-à-dire qu'on a tout intérêt vis-à-vis des objectifs du développement durable à se limiter à un réchauffement climatique de 1,5 degré, puisque au-delà, ça aura certaines conséquences qui pourraient être négatives sur d'autres objectifs de développement durable. Et le GIEC évalue ces synergies et ces compromis donc sur l'ensemble des objectifs de développement durable, à l'exception du 13, puisqu'il concerne essentiellement le changement climatique. Et selon 3 approches, le secteur de la demande en énergie, c'est-à-dire comment se comportent les gens dans notre besoin de consommation, dans notre sobriété de consommation. Le secteur de l'approvisionnement en énergie, où là on s'intéresse notamment à tout ce qui va être technique, captage, stockage de carbone, nucléaire, utilisation des différentes techniques de production d'énergie, et notamment renouvelables. Et enfin, un troisième levier qui est le secteur foncier, c'est-à-dire l'usage et le changement d'usage des terres. Et donc, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact? Donc, pour conclure là-dessus, je vous présente le dernier graphique qui est présenté dans le rapport du GIEC et qui synthétise tout ça. Donc, vous avez l'ensemble des ODD qui sont représentés, comme je disais, à l'exception du 13. Et vous avez donc sur la demande en énergie, la consommation énergétique. Donc, le premier, c'est la consommation. Le deuxième, au centre, c'est la demande en énergie. Et le troisième, c'est l'utilisation du foncier. Les synergies, donc c'est-à-dire ce qui est positif vis-à-vis de l'objectif de développement durable en bleu, et les compromis, ce qui est négatif sur les objectifs de développement durable en marron. Plus le bleu ou plus le marron sont intenses, plus ça veut dire que les risques sont forts ou que les synergies sont fortes sur ces objectifs de développement durable. Et donc, vous voyez qu'il y a globalement plus de synergies que de compromis, mais néanmoins, on constate que sur certains enjeux, et notamment sur l'utilisation de l'eau, mais aussi sur des enjeux plutôt liés à la pauvreté et à la faim, vous avez un certain nombre de compromis qui sont à faire et qui peuvent être parfois supérieurs aux synergies développées par les 1,5 degrés. Voilà donc pour le premier temps de présentation du rapport du GIEC. Donc là, on ouvre un temps de questions-réponses. Et donc, je vous laisse piloter ça. Merci Charles-Adrien. Alors, on a une première question. Est-ce que des estimations des surfaces d'arbres à planter pour atteindre les objectifs de séquestration existent? Ces estimations sont-elles réalistes ou bien parle-t-on de la moitié de l'Inde? Alors, c'est une notion que je vais aborder dans la seconde partie.
pour juger de la est-ce que c'est réaliste ou pas de rester sous 1,5 degré. Donc comme j'ai pas précisément les chiffres en tête sur est-ce que c'est la moitié de l'Inde ou l'entièreté de l'Inde, mais je peux déjà spoiler en disant que ça va être plus que l'Inde, je vous propose de répondre à cette question dans le deuxième temps, dans la deuxième partie de la webconférence. Alors, en attendant les quelques questions, la différence entre 1,5 et 2 degrés, elle peut sembler minime, mais est-ce qu'on pourrait avoir quelques exemples des conséquences d'un réchauffement à 2 degrés en France, par exemple? Alors minime, je suis pas sûr qu'elle soit si minime que ça. Il y a quand même un certain nombre d'éléments différenciants que l'on voit entre 1,5 et 2 degrés. Pour faire simple, 1,5 degré, on est sur de la prolongation tendancielle de ce que l'on connaît actuellement, c'est-à-dire des choses qui vont être un peu plus difficiles, des tempêtes un peu plus fréquentes. 2 degrés, on commence déjà à rentrer dans quelque chose qui change la vision que l'on a du monde. Si vous avez, une fois tous les 10 ans, plus du tout de glace sur le pôle Nord, si vous avez plus du tout de coraux, si vous avez, on voit bien que l'ensemble des écosystèmes va être assez impacté et qu'à partir de 2 degrés, on entre dans ce que l'on pourrait dire l'inconnu, c'est-à-dire une période climatique qui ne ressemble à rien d'autre que l'on a pu connaître sur Terre, du moins depuis que l'humain est présent sur Terre. C'est difficile de dire ce qui se passera en France. Vous avez malgré tout des études scientifiques qui traitent du sujet et des conséquences probables. Et notamment, on sait que plus on va augmenter, alors 2 degrés, peut-être pas, mais vers 2-3 degrés, plus vous allez rentrer dans des périodes de sécheresse intense au sud de la France. Et il faut imaginer que tout le pourtour méditerranéen sera globalement dans une sécheresse, un temps de sécheresse infini, c'est-à-dire sans limite, dès lors que l'on dépassera les 2,5 ou 3 degrés de changement climatique. Et puis après, ce que vous avez en France, c'est globalement des températures plus importantes en moyenne, évidemment avec des écarts qui peuvent se faire. Plus on va rentrer dans le continent, donc quand on est dans l'est de la France, et plus vous allez avoir des canicules intenses. Mais surtout, peut-être que ce qui nous impacte le plus aujourd'hui, c'est les conditions en termes de pluviométrie, qui risquent en moyenne de ne pas vraiment évoluer, mais par contre de s'intensifier dans les périodes pluvieuses et de se raréfier dans des périodes plus sèches. Et ce qui peut avoir un impact assez catastrophique sur notre capacité à récolter nos cultures et donc à gérer notre agriculture dans un pays qui en fait un fer de lance et une bataille importante. Tu as présenté tout à l'heure 4 scénarios. Alors, lequel faut-il privilégier? À chacun de se faire son avis sur ces 4 scénarios. Dans la seconde partie, en fait, je vais évoquer ces différents scénarios. Moi, je pense que si on veut être réaliste, le scénario 2, le P2, est celui qui on va dire, qui a le plus de chances de correspondre à quelque chose d'imaginable, dans le sens où le P1, on le verra juste après, mais les ordres de grandeur du changement sont absolument incompatibles avec les temps politiques et sociaux de notre pays puis du monde. Et les rapports P3 et P4 font appel à une technologie qui est décrite dans le rapport du GIEC comme quelque chose qui n'est pas encore mature. Et ce sont des prospectives sur le stockage potentiel du carbone qui aujourd'hui n'ont en tout cas pas du tout démontré leur faisabilité industrielle à grande échelle et donc un développement suffisamment conséquent pour rester sous les scénarios P3 et P4. Alors, on a un petit commentaire, je vais le lire. Il est bien que le GIEC mette en avant les interactions climat et biodiversité, souvent peu connues ou sous-estimées. Une petite réaction à ça, cher Adrien? Oui, en fait, le GIEC le fait systématiquement. Il n'y a pas grand-chose qui change dans ce rapport par rapport à d'autres rapports. Le problème, c'est que le GIEC le fait dans des rapports qui font 6000 pages et qui sont pris en main uniquement par les scientifiques qui travaillent sur le sujet, et que ce qui en ressort, ce sont les éléments du résumé pour décideurs. Et même, je suis prêt à parier que ce résumé pour décideurs est lu par très peu de personnes et que en fait, les éléments fondamentaux que vous allez retrouver dans la presse et qui vont
percoler dans les différents échanges sont ceux qui sont issus simplement du communiqué de presse du GIEC, donc qui fait 2 pages et demie, 3 pages, et qui explique les grandes lignes de ça. Donc évidemment, le GIEC ne peut pas sortir tout un tas d'éléments de leurs travaux, et c'est quelques chiffres principaux qui changent. Mais en tout cas, c'est pas nouveau que la communauté scientifique s'intéresse aux interactions climat-biodiversité et démontre que ce sont deux choses qui sont complètement corrélées. Alors, tout à l'heure, tu as parlé des objectifs de développement durable. Comment les secteurs concernés par ces objectifs-là, donc biodiversité, énergie, agriculture, etc., peuvent œuvrer pour répondre au changement climatique? Comment les secteurs… bonne question. J'aurais tendance à dire que de manière générale, tous les secteurs sont impactés par la biodiversité, que ce soit de manière directe ou indirecte. Et donc tout le monde a ce risque à prendre en considération. Là encore, je vais renvoyer à la deuxième partie parce que c'est l'objet de la seconde partie. Mais l'objectif, ça reste d'anticiper. Enfin, quand on parle changement climatique, on a toujours deux notions, hein, l'atténuation et l'adaptation. Connaître au mieux les changements à venir et pouvoir anticiper qu'est-ce qu'il va y avoir comme dégradation sur les écosystèmes, qu'est-ce qu'il va y avoir comme dégradation sur les ressources dont on dépend, ça oblige à se reposer la question de son business model bien souvent et d'imaginer d'autres manières de faire, beaucoup plus en lien et en interaction avec le vivant et voilà. Alors, on a une petite remarque. Il ressort de vos remarques un grand besoin d'appropriation d'un sujet anxiogène par les décideurs et la population. Quels sont les moyens mis en œuvre pour partager la connaissance, notamment via l'éducation à l'environnement, au développement durable? Quels sont les moyens mis en œuvre? Notre président vient d'annoncer une grande consultation nationale sur la transition écologique qui permettra de faire de la pédagogie sur le sujet. Donc, on peut espérer que ce soit une manière de faire de l'éducation autour de ça. Moi, je crois beaucoup que c'est la place que peut avoir le sujet dans le débat public qui est importante, et donc dans les médias et les différents relais d'opinion. On constate depuis la sortie de ce rapport, mais même depuis quelques mois, que c'est quelque chose qui est de plus en plus un sujet de préoccupation. Si je ne me trompe pas, d'ailleurs, ça redevient le premier sujet de préoccupation des Français, du moins sur la catégorie environnementale, ce qui n'était plus le cas depuis 2008. Et donc, ça montre qu'il y a un regain d'intérêt sur ce sujet-là. Après, sur toutes les pratiques d'éducation, évidemment, je peux que inciter tout le monde à se faire le relais de ça, que ce soit dans le milieu éducatif, mais que ce soit auprès des professionnels. Je pense que c'est important. Je ne sais pas quelle est l'assemblée là qui est présent à l'écoute de la webconférence, mais de bien se rappeler qu'en fait ces éléments-là, ce sont des éléments qui sont connus mais qui restent méconnus. On sait qu'il y a un changement climatique, mais en fait, on appréhende rarement la gravité de la situation. Et c'est bien de le rappeler et de faire de la pédagogie en rabâchant systématiquement les mêmes choses. Parce que ça, c'est inhérent à l'être humain. Nos préoccupations de court terme sont beaucoup plus importantes que nos préoccupations de long terme. Et donc, même si on travaille sur ce sujet nuit et jour, ça n'empêche qu'il y a des moments où on va faire des choix qui sont pas forcément, qui vont être en opposition avec ces éléments-là. Et donc, je pense qu'il faut simplement faire en sorte que ça prenne la place la plus grande dans les médias, dans les temps d'échange, etc. Et justement, comment on peut rendre compréhensible pour les citoyens tous ces chiffres et graphiques qui sont assez techniques? C'est pas moi qui vais vous trouver la solution là tout de suite. À chacun de rivaliser d'imagination pour le faire.
Alors, on a une autre question. Avez-vous connaissance de travaux en cours à échelle plus locale tels que le rapport Le Treut portant sur les conséquences du réchauffement climatique en Aquitaine il y a quelques années? La question, c'est est-ce que j'ai connaissance du rapport Le Treux en Aquitaine? Oui, j'en ai entendu parler. Vous avez aussi d'autres rapports qui ont été faits sur d'autres régions et sur d'autres plus grandes régions. Maintenant, en fait, on revient à la question de l'éducation avec cette question-là. C'est comment est-ce que localement on peut appréhender au mieux ces enjeux-là. L'un des premiers éléments, c'est de connaître les conséquences et ce que ça va avoir comme impact, et d'où l'intérêt d'avoir des éléments qui soient beaucoup plus régionalisés, beaucoup plus précis. Vous avez la DRIAS, un site de Météo France, qui propose des éléments pour évaluer les impacts climatiques en fonction de l'action ou de l'inaction qui sera fait à différents horizons temporels, et notamment d'ici la fin du siècle, et qui permet souvent d'avoir des éléments de pédagogie qui parlent directement aux gens. Parce que c'est sûr que parler de 2 degrés de réchauffement sur la surface de la Terre, ça parle moins que d'expliquer qu'il va y avoir 38 jours de canicule exactement sur notre territoire dans une cinquantaine d'années. Alors, des impacts migratoires dans un monde à 2 degrés. Des conflits géostratégiques sont-ils à prévoir? Le rapport du GIEC, le rapport spécial du GIEC 1,5 degré, n'aborde pas directement cette question. Les rapports, les flux migratoires, alors déjà, ce qu'il faut avoir en tête sur cette question, parce que souvent on entend pas mal de choses qui sont un peu erronées, c'est que les flux migratoires, il y en a un certain nombre, et que ces flux migratoires sont très souvent plutôt des flux sud-sud que des flux sud-nord, et donc la peur de l'envahisseur qui est souvent présent sur nos territoires n'est pas du tout justifiée, puisqu'aujourd'hui plus de 80% des flux migratoires sont d'un pays à un pays voisin dans des régions souvent assez pauvres. Et il n'y a pas de raison que ça change, dans le sens où quelqu'un préférera toujours se déplacer plus proche que plus loin. En revanche, ce qui peut avoir comme conséquence, c'est qu'il y ait plus de personnes qui doivent se déplacer parce que leur lieu de vie n'est plus habitable et que le lieu de vie de leurs voisins ne l'est plus non plus. Donc ça créera des flux migratoires. Maintenant, quels sont les chiffres là-dessus? Les organisations mondiales parlent parfois de 250 millions de réfugiés climatiques, de personnes dont l'une des conséquences de leur migration pourrait être liée au climat à l'horizon du milieu du siècle. Mais ça, c'est dans un scénario où on ne règle pas le problème d'ici là. Donc, ce n'est pas vraiment le scénario 1,5 degré qui va créer beaucoup de migration. C'est plutôt le scénario de l'inaction qui va créer beaucoup de migration. Pour ce qui est des conflits, c'est pareil. Là, je ne ferai que reprendre les propos de l'ancien ministre Nicolas Hulot, qui nous explique que un monde qui ne se préoccupe pas du changement climatique, c'est un monde qui risque de perdre son côté apaisé. Aujourd'hui, même si on entend des conflits sur différentes surfaces du globe, l'humanité n'a jamais vécu aussi nombreux et de manière aussi apaisée. Et ce sont des choses qui, évidemment, seront mises en grande difficulté avec les changements climatiques, notamment parce que si on a des difficultés d'approvisionnement en ressources, et notamment en ressources alimentaires, et où si on a des maladies invasives qui deviennent de plus en plus préoccupantes, on imagine bien que des conflits pourraient arriver de manière plus importante. Voilà, donc ça fait simplement le lien entre l'environnemental et le social. Se préoccuper de limiter au maximum le changement climatique, c'est essentiellement se préoccuper de garder des conditions décentes de vie pour l'humanité sur Terre. Alors, on a d'autres questions, mais je pense qu'on va les traiter dans la deuxième session d'échange pour te laisser entamer la seconde partie du webinaire. Très bien. Donc, qu'on a déjà commencé un peu à évoquer, puisque vos questions étaient assez reliées à ça finalement. Donc, peut-être sous l'1,5 degré et quels impacts cela peut avoir sur les organisations.
Donc la question c'est, est-on capable de réduire suffisamment les émissions de gaz à effet de serre dans une période de temps aussi courte que ce qui est proposé par les scénarios du GIEC, en tout cas dans ce rapport spécial sur les 1,5 degrés. Donc, pour rappel, le GIEC nous dit qu'il faudrait baisser de 45% nos émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 2010 et que nous avons un budget carbone de 420 à 580 gigatonnes de CO2 qu'il ne faudrait pas dépasser. Dans son rapport, le GIEC, et c'est quelque chose qui est assez intéressant, se permet aussi de prendre position sur les engagements politiques qui ont été pris lors de l'accord de Paris, qui conduisent en 2030 plutôt à 55 gigatonnes de CO2. Donc on voit bien qu'on est sur une trajectoire qui augmente chaque année nos émissions de gaz à effet de serre et qui ne les réduit pas, donc qui est absolument incompatible avec le maintien sous 1,5 degré. Et le GIEC nous annonce aussi que pour mettre en place l'augmentation des énergies renouvelables qu'ils prévoient, enfin qu'ils proposent dans leur scénario, ça demande un investissement annuel de 2400 milliards de dollars dans les énergies renouvelables qui seraient à déployer donc dès maintenant et pour plusieurs décennies. Cet élément fait bien l'état des lieux de où est-ce que l'on en est aujourd'hui. Donc vous avez plusieurs barres et plusieurs points bleus, donc c'est ce qui nous intéresse. Celui qui est le plus à gauche du graphe, c'est l'état en 2010. Celui juste à côté, c'est l'état en 2020, si on poursuit les tendances actuelles, mais globalement, on peut considérer que c'est la trajectoire sur laquelle on est. Donc on voit que tout gaz à effet de serre confondu, on émet plus ou moins 52-53 gigatonnes de CO2 aujourd'hui, enfin 2020 étant quasiment aujourd'hui. Donc ça, c'est l'état de la situation. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est d'aller sur la partie de droite. La partie de droite du graphique, c'est différents scénarios qui sont proposés et l'atterrissage en termes de trajectoire carbone d'ici 2030. Donc la première barre après l'accolade, qui est tout en haut et qui arrive avec un point bleu à 60 et une barre entre 56 et 61, c'est le prolongement des politiques actuelles. Donc on voit que ça nous amène à 60 gigatonnes de CO2 par an. Bon, mais heureusement, l'ensemble des États ont pris des mesures ou souhaitent prendre des mesures, en tout cas se sont engagés à prendre des mesures lors de l'accord de Paris. C'est les fameux INDC que chaque État a posé sur la table. Alors vous en avez deux. Vous avez des mesures qui sont prises de manière inconditionnelle. Et donc ça, c'est le pavé que vous avez en orange. Et si l'ensemble des États met en place ces mesures, ces engagements qu'ils ont pris, qu'ils ont tenus, nous réduirions nos émissions à 55 gigatonnes de CO2 par an en 2030. Mais vous avez aussi des États qui ont pris des mesures conditionnelles, souvent du type « je m'engage à faire ça si je reçois de l'argent de la part du Fonds vert ». Et si nous prenions en compte ces mesures en plus, nous arriverions à 53 gigatonnes de CO2 en 2030. Ce qui est important, c'est de comprendre l'effort que cela demande. On voit que c'est un petit peu difficile de tenir des engagements comme cela. Ces engagements, ils permettent de passer d'une courbe actuelle qui conduit vers 60 à une courbe actuelle qui conduit entre 53 et 55. Donc on voit que finalement, c'est pas si impactant sur l'effet du changement climatique. Et puis les autres points que vous avez à cet endroit-là, ce sont les trajectoires sur lesquelles il faudrait être pour rester sous 1,5 ou sous 2 degrés. Donc si on va sur celle qui est la plus à droite, ça c'est le scénario P1 du GIEC, c'est-à-dire un scénario où on ne dépassera pas 1,5 degré. Il faudrait être en 2030 à 21 gigatonnes de CO2 relâchées dans l'atmosphère par an. Celui juste à côté, c'est le scénario P2, P3, c'est-à-dire où on dépasse faiblement le seuil des 1,5 degrés. Et donc là, il faudrait être à 27 gigatonnes de CO2. Et celui d'à côté, c'est celui où on dépasse allègrement les 1,5 degrés et où on réussira à réduire ensuite en utilisant les techniques de captage et de stockage du carbone. Et là, il faudrait être à 39 gigatonnes de CO2. Donc, ce qui veut dire que même dans le scénario P4, où on a mis en place une sorte de baguette magique industrielle qui permet de supprimer les émissions de CO2 du ciel, il faudrait avoir une ambition
dans les engagements pris par les chefs d'État qui soit 3 à 4 fois supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui, puisqu'il faudrait réduire d'une vingtaine de gigatonnes par rapport aux politiques actuelles et non pas de simplement 5 à 7 gigatonnes. Les barres d'à côté, où vous avez 2030 higher et lower 2 degrés, ce sont les trajectoires pour rester sous les 2 degrés. Donc simplement pour dire que, mais ça je pense que c'est connu par tout le monde, que les engagements pris par les chefs d'État aujourd'hui ne sont pas non plus compatibles avec les 2 degrés qui sont présentés dans leur rapport spécial du GIEC. Maintenant, un petit point qui revient sur la question qui était posée sur la quantité d'arbres à planter, on va dire, si on veut pouvoir faire du stockage massif de carbone. Vous avez dans le scénario P4, celui qui est le plus ambitieux sur ces technologies-là, la volonté de déstocker jusqu'à 20 gigatonnes de CO2 par an à partir de 2050, en gros, sur la période 2050-2100. Donc, sachant que c'est quelque chose dont on ne sait pas si on a la capacité de le faire, si même c'est faisable à grande échelle. Et surtout, quelque chose qui peut être préoccupant si on croit beaucoup en cette mesure, c'est qu'il est très largement absent des engagements des États. C'est quelque chose qui est écrit dans le rapport du GIEC, le fait que c'est une technologie qui pourrait être utilisée, mais aujourd'hui, aucun État ne s'est réellement engagé à mettre ça en place. Donc, ce qui témoigne d'un certain temps de latence qui sera nécessaire entre le moment où un engagement pourrait être pris et le moment où une telle technologie pourrait se mettre en place. Le rapport spécial du GIEC annonce aussi quelques chiffres, quelques données liées à cette technologie. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que pour chaque milliard de tonnes, pour chaque gigatonne de CO2 retiré de l'atmosphère, c'est plusieurs milliers de kilomètres cubes d'eau qui sont nécessaires parce que ces technologies de stockage du carbone sont gourmandes en eau. Et c'est plusieurs centaines de millions d'hectares qui sont nécessaires. Pour arriver aux mesures du scénario P4, en tout cas pour prendre les données des rapports scientifiques qui ont été les plus ambitieux sur le sujet, c'est 25 à 46% des terres arables et permanentes qui sont nécessaires à être utilisées comme puits carbone. Et donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en gros, plus de la moitié, enfin, une bonne moitié des terres qui nous servent à nous nourrir ne serviraient plus à nous nourrir dans un monde où nous serons plus nombreux. Mais elles serviraient uniquement à stocker du CO2. Et donc ça interroge sur la pertinence de ces scénarios-là, et c'est pour ça que pour moi, c'est un scénario qui est absolument pas réaliste, et vouloir rester sous les 1,5 degrés ne peut pas se faire simplement en pensant que l'on va réussir à déstocker aussi massivement du CO2 de l'atmosphère dans un horizon temporel aussi court. Sur la baisse des émissions de CO2, donc la baisse de 45% des émissions en 2030, ce qu'on a vu, c'est que les engagements actuels conduisent à une augmentation de 10% des émissions en 2030 par rapport à actuellement. Donc, on est dans une trajectoire où en fait on veut réduire de 45% par rapport à un tendanciel qui est en augmentation de 10%. Donc, ce qui démontre la marche importante, et surtout dans un horizon temporel qui est d'une dizaine d'années simplement. Et chaque année perdue, c'est-à-dire chaque année qu'on attend avant d'enclencher des mesures ambitieuses pour cela, correspond à 10% du budget carbone qui est grévé de ce que l'on peut faire. Donc, si on est un petit peu pessimiste et qu'on se dit qu'il ne peut pas y avoir de mesures ambitieuses qui soient mises en place avant les prochains engagements et la revue des engagements faits par les États, qui arrivera au plus tôt en 2020, mais la revue la plus importante sera très certainement en 2023, quand le prochain rapport complet du GIEC sortira. La COP 2023 devant être normalement d'importance aussi cruciale que la COP 21 qui avait eu lieu en 2015 à Paris. On aura quasiment émis tout ce qu'il faut ou tout ce qu'il ne faudrait pas émettre pour rester sous les 1,5 degrés. Et donc, ce sera une question en fait qui est assez éphémère. Finalement, ce rapport spécial de 1,5 sur les 1,5 degrés, il pose une question qui est très éphémère et qu'on se pose aujourd'hui, qui est peut-on rester sous 1,5 degrés? Mais c'est une question qu'on peut se poser pendant 5 ans à peu près, et après, elle ne sera plus à l'ordre du jour.
Le dernier point, c'est la part du renouvelable qui doit être, selon le GIEC, supérieure à 50% dans le mix électrique en 2030. Et donc ça, je vous laisse voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut imaginer avoir une part du renouvelable qui est supérieure à 50% en 2030, sachant que dans des pays qui, a priori, présentent une ambition un peu plus importante, je pense aux pays européens, ce ne sont pas des engagements qui sont pris et on n'est pas du tout dans la volonté aujourd'hui ou dans la capacité même d'avoir un mix électrique qui soit à 50% renouvelable à l'échelle de notre pays. Et notre pays étant principalement un pays décarboné sur son mix électrique, ça devient encore plus compliqué si on se dit que ça doit être le mix globalement sur Terre, c'est-à-dire y compris l'électricité charbonnée chinoise, indienne ou de différents autres pays. Et pour terminer, un petit exercice qu'on s'amusait à faire, c'est de traduire cette trajectoire en France. Qu'est-ce que ça voudrait dire en France de rester sous les 1,5 degrés? Et donc, on a essayé d'imaginer secteur par secteur un certain nombre d'efforts qu'il faudrait faire par rapport à 2030. Donc, pour ceux qui sont familiers de la stratégie nationale bas carbone, vous verrez que c'est des engagements qui sont très supérieurs à ce qui pourrait être pris dans la stratégie nationale bas carbone et qui nécessitent finalement d'opérer des changements drastiques dès maintenant et avec une diminution des émissions en France qui est globalement de l'ordre de 60% en une dizaine d'années, ce qui n'est absolument pas du tout la trajectoire que l'on prend actuellement. Voilà, donc simplement pour dire que est-ce faisable d'un point de vue assez pragmatique, je dirais que rester sous l'1,5 degré aujourd'hui c'est plus une utopie qu'autre chose. Ça nécessiterait un changement de paradigme qui soit mis en place dès maintenant et partout sur l'échelle planétaire. Or, il y a de nombreuses raisons à la fois dans ce qui se passe au niveau de la géopolitique mondiale, des nouveaux dirigeants qui sont élus, et à la fois dans les contextes sociaux que l'on voit sur les pays, de penser que ce n'est pas possible d'orienter aussi drastiquement et aussi rapidement les politiques nationales et internationales. Et d'un point de vue organisationnel, si on souhaitait rester dans cette trajectoire, en fait, ce que l'on voit dans ces chiffres, c'est que globalement, un monde qui reste sous 1,5 degré, c'est un monde dans lequel on a profondément changé le tissu économique. Et donc, ça veut dire que la question n'est pas simplement de faire des petits pas et de mettre en place des mesures au niveau de ces émissions indirectes, on va dire, si on prend des notions liées au bilan carbone. En gros, pour être très pratique, c'est pas simplement en demandant à ses salariés de venir au travail en vélo plutôt qu'en voiture ou en mettant en place de l'alimentation décarnée dans la cantine de l'établissement que l'on va rester sous 1,5 degré. En fait, ça nécessite de vraiment rentrer dans le cœur du sujet. Et le cœur du sujet, c'est le business model des entreprises. Et donc, c'est se demander si aujourd'hui, il est encore pertinent de vouloir travailler des matériaux qui sont très gourmands en ressources, que ce soit là où on les travaille ou que ce soit là où ils ont été exploités. Donc, si l'on voulait être dans cette trajectoire 1,5 degré, la conclusion, c'est que il faut dès aujourd'hui et dès maintenant que chaque entreprise revoie son modèle avec une approche CO2 qui soit supérieure à l'approche économique. Et par définition même des entreprises, c'est quelque chose qui me semble impensable aujourd'hui. Donc, c'est ce qui fait que la conclusion de ce rapport, pour moi, et je suis désolé si je casse le moral à certains, mais c'est que c'est quelque chose qui vient juste nous mettre une claque supplémentaire pour nous rappeler qu'est-ce qu'on est en train de perdre avec les 1,5 degrés. Mais ce qui est présenté comme le scénario du pire dans ce rapport, c'est-à-dire les 2 degrés, en fait, c'est le scénario du meilleur encore atteignable. Et il faudrait que l'ensemble des politiques mondiales se réorientent pour être réellement dans cette ambition de rester sous les 2 degrés, ce qui est par ailleurs l'ambition commune montrée lors de l'accord de Paris, mais ce qui n'est pas du tout la trajectoire qui est prise aujourd'hui. Voilà. Il doit rester encore quelques minutes pour quelques échanges. Oui, alors on va prendre quelques questions. On a une question un peu technique. Est-ce que la technique du coefficient de biotope par
surface serait intéressante à exploiter pour capter efficacement le carbone? Oula, alors, un petit peu trop technique pour moi. Je ne suis pas certain de bien comprendre ce qu'est le coefficient de biotope des surfaces, donc j'ai peur de faire une réponse qui soit erronée. D'accord, on pourra y répondre un peu plus tard. Une question peut-être un peu d'actualité, qui peut être un peu drôle. Combien de gilets jaunes supplémentaires entre 1,5 et 2 degrés? Combien de gilets jaunes supplémentaires entre 1,5 et 2 degrés? En fait, tout dépend comment est-ce qu'on prend en considération ce mouvement social. La question qui est présente là-dessus, c'est surtout que on ne peut pas penser un changement écologique sans changement social, et c'est pas en mettant en opposition différentes populations qu'on fera avancer les choses. Si on écoute les revendications qui sont faites par ce mouvement, on voit que la préoccupation écologique, elle reste quand même présente, et en fait, ça reboucle avec une question qui était posée avant, qui est la question de l'éducation. Aujourd'hui, on a besoin de schémas qui soient cohérents, qui soient compréhensibles par tous, et pas simplement de dire il faudrait faire ça, mais de ne pas mettre de mesures en place qui sont présentes et qui permettent de bien comprendre pourquoi est-ce qu'on en va. Voilà, donc je ne suis pas sûr qu'il y ait plus de gilets jaunes dans la rue à ce moment-là. Je pense que c'est simplement qu'il faut avoir, et en fait, il faut élaborer des récits qui embarquent tout le monde. On n'est pas allé sur la Lune simplement parce qu'on s'était dit qu'il fallait aller sur la Lune, mais parce qu'on a fait rêver tout le monde et que tout le monde a voulu contribuer et a voulu que l'humanité aille sur la Lune. On va prendre une dernière question. Quels sont les accompagnements proposés aux entreprises aujourd'hui pour favoriser le changement de business model? Alors, aujourd'hui, vous avez, ça va dépendre évidemment de où est-ce qu'on se place, hein, si on est dans, si on s'intéresse à la France, vous avez un certain nombre de mesures qui sont faites par déjà réglementaires, hein, qui demandent à chacun de comptabiliser ses émissions de gaz à effet de serre, mais vous avez aussi un certain nombre de méthodologies, on va dire, qui sont émergentes. Je pense notamment à la méthodologie ACT qui est en train d'être développée par l'ADEME et qui vise en fait à s'intéresser là pour le coup au cœur de métier de l'entreprise et à vérifier si les engagements qui sont pris, comment est-ce qu'ils sont portés au sein de l'entreprise, comment est-ce qu'ils mettent en place, comment est-ce qu'ils sont mis en place, et est-ce qu'ils sont vraiment cohérents avec les ambitions que l'on dit. Et donc, je dirais que l'un des premiers sujets sur lesquels il faudrait se renseigner, c'est justement tout le travail qui est en train d'émerger sur cette méthodologie ACT, qui est une méthodologie d'évaluation, hein, finalement, de l'ambition climatique des entreprises. Vous avez aussi un certain nombre d'autres indicateurs comme le SBTI et le fait de s'engager et de rentrer dans les trajectoires proposées par le SBTI, qui simplement vérifie si, de la même manière, le modèle développé par les entreprises est compatible avec une trajectoire qui mène sous les 2 degrés. Donc aujourd'hui, c'est un peu tous ces éléments qui émergent. Je dirais que les préoccupations autour du carbone passent de plus en plus de la compréhension. La comptabilisation carbone, c'était des questions de compréhension, à des éléments vraiment stratégiques. Et donc aujourd'hui, ça insuffle vraiment au niveau stratégique. Et donc les accompagnements qui sont les plus pertinents sont des accompagnements qui s'intéressent à la vision stratégique de l'entreprise, et notamment avec les outils que je viens de citer.